Est-ce que être de gauche ou de droite est nuisible à la perception de la réalité économique, sociologique, Ah et j'en bah, passe? non, parce que sinon ça voudrait. Enfin, je pense que tous les citoyens sont de gauche, de droite, ça peut changer. Ça voudrait dire que tout le monde a une espèce de perception biaisée du monde. Tu vois, on est tous citoyens, on a tous des préférences politiques. Parfois elles changent, parfois elles changent pas. Bien sûr, ça fait poser un regard différent sur le monde. C'est pas tellement que ça biaise la perception d'une certaine manière. Je pense que ça change les questions qu'on a envie de poser. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent le raisonnement motivé, mais avant de vous l'expliquer, je vais peut-être faire une petite expérience avec vous. Et je vais prendre une deuxième bouteille d'eau. Je veux que vous regardiez cette image, et est-ce que vous pouvez me dire ce que vous voyez? Pardon? Ouais, qu'est-ce que vous voyez? Là. Vous voyez peut-être un petit visage. Ici, il ressemble à Fido Dido, ceux qui connaissent 7-Up il y a longtemps. Il a les cheveux, etc. Vous pouvez voir plein de choses, des zèbres, etc. Et ce que vous êtes en train de faire, vous n'êtes pas en train d'essayer de voir ce qu'il y a sur l'image. Votre cerveau est en train de prendre ce qu'il sait déjà et de le projeter sur un stimuli ambigu. C'est une forme de perception un peu motivée. Si je vous montre l'image, la vraie image, c'est ça. Et là, si je fais ça, vous pouvez petit à petit avoir une perception de moins en moins motivée et voir ce qu'il y a vraiment. À tel point que là, vous pouvez voir le serpent, j'imagine. Est-ce que vous pouvez vous y arriver? Ça, c'est ce qu'on appelle une perception motivée, ou schématiquement une perception motivée. Et notre raisonnement, on fait un peu la même chose. Le raisonnement motivé, en gros, c'est comme si on a deux manières de réfléchir. Soit on réfléchit comme un détective, je suis les preuves et j'arrive à une conclusion, soit je peux réfléchir comme un avocat. Je suis un avocat, j'ai mon client que je veux défendre, je vais m'arranger pour réarranger la réalité pour avoir raison. Je vais réarranger la réalité pour arriver au point de chute que j'ai déjà décidé à l'avance. Cette deuxième manière de penser s'appelle le raisonnement motivé. Je vais vous montrer une expérience qui a été faite, parce que c'est une des expériences les plus importantes sur le raisonnement motivé. En gros, c'est pendant les élections, parce que vous imaginez bien que le raisonnement motivé, ça touche souvent la politique. En 2004, il y avait les élections présidentielles aux États-Unis, et pour ceux qui ne connaissent pas très bien la politique aux États-Unis, il y a deux grands partis, les démocrates et les républicains. Et en 2004, il y avait deux candidats, donc le candidat républicain qui s'appelait George Bush et qui est devenu président, et le candidat démocrate qui s'appelle John Kerry, qui a perdu. Et donc ce qu'on a fait, c'est que ces chercheurs, pas moi, mais ces chercheurs ont recruté des partisans démocrates, donc des personnes encartées, très motivées pour le Parti démocrate, et des partisans du Parti républicain, et ils les ont soumis à trois conditions successives. La première condition, ils leur ont montré des vidéos de George Bush qui dit quelque chose, puis George Bush qui se contredit lui-même. Dans la deuxième condition, ils ont montré John Kerry qui dit quelque chose, puis John Kerry qui se contredit lui-même. Et dans la troisième condition, ils ont pris des personnalités neutres, des stars, des acteurs, des chanteurs, qui disent quelque chose et puis qui se contredisent eux-mêmes. Et schématiquement, ils leur ont demandé combien est-ce que c'est grave. Combien est-ce que c'est grave si quelqu'un se contredit? Et si vous regardez les résultats, quand on montre aux démocrates, donc ceux qui n'aiment pas spécialement Bush, on leur montre Bush qui se contredit, ils se disent « Oh mon Dieu, il ne faut surtout pas qu'il devienne président de la République, c'est n'importe quoi, il n'a aucun principe, il se contredit tout le temps, c'est pas sérieux. » Et quand on montre aux républicains Bush qui se contredit, donc leur candidat, ils se disent « Ça va, c'est pas grave, lâchez-lui la grappe, il a changé d'avis, c'est une bonne chose, on veut des gens, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, c'est super. » Inversement, quand on montre aux démocrates John Kerry qui se contredit, ils se disent « Ça va, c'est pas très grave, lâchez-lui la grappe. » S'il y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Et quand on montre aux républicains John Kerry qui se contredit, là c'est la fin du monde, il ne faut surtout pas qu'il devienne président. Et quand on leur montre la contradiction neutre, bah, la motivation chute. Ils sont plus motivés parce qu'ils s'en foutent un peu des personnalités neutres, et donc les deux le jugent de la même manière. Mais si j'ai choisi cette expérience spécifiquement, c'est parce que c'est la première expérience. Si vous lisez le titre de la recherche, c'est Neural Bases of Motivated Reasoning, les bases neurales du raisonnement motivé, une étude en IRM. C'était la première équipe qui a montré que quand on réfléchit en raisonnement motivé, on utilise des circuits neuronaux qui sont distincts que quand on réfléchit de manière froide. Quand on est attaché à quelque chose, qu'on a envie qu'elle soit vraie, on va mobiliser des aires dans notre cerveau qui sont qualitativement différentes de quand on réfléchit de manière froide. On va mobiliser des aires de notre cerveau qui sont capables de réorganiser la réalité pour qu'on arrive où on a envie d'arriver. Et le raisonnement motivé, là aussi, c'est quelque chose qu'on utilise très souvent, pas seulement en politique, avec mes potes, avec mes enfants,
avec mon pays, etc. Quand vous êtes attaché à une opinion et que ça peut être un attachement émotionnel, ça peut être un attachement financier, ça peut être un attachement parce que vous avez dépensé beaucoup de temps dans une activité, vous n'avez pas envie qu'elle soit fausse, vous pouvez restructurer la réalité pour avoir raison. Il y a plusieurs boîtes, par exemple, qui ont coulé à cause du raisonnement motivé de leurs actionnaires ou de leurs patrons. Est-ce que vous avez en tête, par exemple, une compagnie ou deux qui ont dû payer le prix d'un raisonnement motivé? Bolloré, il n'a pas fait faillite. Il a fait faillite, Bolloré? De quelle boîte? Ah, je ne connais pas. Est-ce que quelqu'un a une autre Pardon? Alors, Lehman Brothers, ils étaient en train de faire des magouilles. C'est pas un raisonnement motivé. Est-ce qu'il y a, par exemple, en technologie, on voit ça souvent? Est-ce que quelqu'un connaît des boîtes qui existaient, qui n'existent plus, qui existaient, qui étaient très, très importantes? Kodak. Kodak, par exemple, pardon, j'espère que ça marche encore, de toute façon, ça ne marche pas très bien. Kodak, par exemple, ou BlackBerry. Kodak, par exemple, dans les années 90, un appareil photo, on appelait ça un Kodak. C'est ce que tu as ton Kodak avec toi. Kodak, c'est une histoire vraiment tragique parce que c'était parmi les pionniers dans la recherche sur la photographie digitale. Et quand la photographie digitale a commencé à prendre du terrain, les actionnaires de Kodak ont décidé que non, que c'est juste un truc qui passe. Ils ont réorganisé la réalité pour se donner raison. Pour deux raisons. Le premier argument, il disait les gens sont attachés à la photo. C'est pas la même chose regarder une photo sur un écran ou la tenir dans ses bras. Mais surtout, le raisonnement motivé était plutôt financier. Ils avaient un immense business avec les pellicules. Ils n'avaient pas envie de perdre l'argent de leur business des pellicules. Et donc, c'est pas qu'ils ont continué à investir dans la photographie digitale, ils ont littéralement arrêté pour protéger leur raisonnement motivé. Et ils ont fait faillite, mais ils existent quasiment plus. Et BlackBerry, c'est un peu la même chose. Ils avaient leur cœur de métier. Un petit inconnu du nom de Steve Jobs arrive et annonce l'iPhone. Et les dirigeants de BlackBerry, vous pouvez aller chercher sur Internet, il y a des interviews, c'est vraiment assez fascinant, où ils se moquent en mode « ha ha ha, la bonne blague, qui va vraiment utiliser un téléphone et tapoter sur un bout de verre ?» On a besoin d'un clavier, nos clients, c'est des gens sérieux, notre client, c'est des entreprises, et donc ils vont jamais nous quitter. Et ça a mis genre 3-4 ans, ils n'étaient plus existants. Donc le raisonnement motivé, si vous êtes attaché à quelque chose, c'est là où vous avez besoin d'être encore plus vigilant avec vous-même, pour essayer de contrer ce raisonnement motivé. Si vous imaginez un scénario ou quelque chose auquel vous croyez peut être faux, et ça vous met dans une sorte de malaise, il y a un risque de raisonnement motivé et ce serait bien que vous en doutiez. Pardon? On peut appeler ça, quand ça marche, on peut appeler ça l'intuition, oui. Après, l'intuition, c'est plus proche des heuristiques. C'est une sorte de fonctionnement approximatif. Et quand il marche, on appelle ça. Par exemple, l'intuition, c'est un mot très spécial parce que quand j'écrivais mon livre, j'ai utilisé beaucoup de fois le mot intuition, mais dans un cadre un peu négatif, parce qu'en anglais, intuition, c'est connoté relativement négativement. Et en français, c'est connoté relativement positivement. Mais l'intuition est souvent conditionnée par notre expérience. Par exemple, si moi je suis un grand joueur de jazz, vous me donnez une trompette ou un saxophone et vous me dites de faire un solo, j'ai besoin de le faire intuitivement, c'est-à-dire sans réfléchir. Et si je commence à réfléchir, je vais probablement pas réussir. Inversement, si moi j'ai jamais joué au jazz, je ne m'y connais pas du tout en trompette, vous me donnez une trompette et vous me dites vas-y Albert, fais confiance à ton intuition et fais un solo, et je le fais, je vais juste vous casser les oreilles. Donc il n'y a pas quelque chose qui est tout le temps bien ou tout le temps mauvais, ça dépend souvent de si ça marche pas et du sujet. Donc, premier facteur qui influence nos heuristiques, notre compteur d'histoire, etc., c'est le stress. Deuxième facteur, c'est notre raisonnement motivé.